bonsoir. Donc le conférencier aujourd'hui est Alain Aumont, directeur de recherche à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et le titre de sa conférence, La découverte de l'univers et de son histoire, où en est-on? Alain Aumont et moi-même étions étudiants ensemble au quartier latin il y a bien longtemps. Et nous sommes dirigés dans des directions différentes de la physique. Donc Alain est astrophysicien, il a été directeur de l'Institut de l'Observatoire de Grenoble, il a été directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris, et il a, son travail de recherche est en astrophysique, il a participé à de nombreux programmes spatiaux avec le CNES, ces programmes spatiaux qui depuis quelques décades et quelques dizaines d'années ont fait beaucoup progresser notre connaissance de l'univers et de son histoire. Il va vous parler de ces progrès qui font qu'aujourd'hui on connaît beaucoup mieux l'histoire de l'univers et peut-être son avenir. Voilà, je te passe le micro, tu as la main. Merci Albert, merci Anne-Marie, merci tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de parler devant un amphi plein. Et donc j'espère que vous n'hésiterez pas, et même à m'interrompre, et à poser des questions après, mais aussi à m'interrompre dans le cours de l'exposé. Donc le programme, vous le voyez à peu près, le titre, il dit ce qu'il veut dire. Je dois dire que j'utiliserai pas mal le travail qu'a été la rédaction de ce livre, que j'ai publié l'année dernière, qui se veut un peu plus historique que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais qui reprend en gros, il essaye de survoler les révolutions de l'astrophysique au XXe siècle et par extension au début du XXIe. Donc je vais un peu gommer, comme je le disais, cet aspect historique, pas vous parler de l'astronomie de nos arrière-grands-parents en 1900, mais tout de même replacer en perspective les points chauds d'aujourd'hui avec toutes les avancées qui ont eu lieu au XXe siècle et tout spécialement dans la deuxième partie du XXe siècle. Mais il y a des choses tellement importantes comme la découverte des galaxies et de l'expansion de l'univers qui sont passées dans les années 1920 que j'y repartirai jusque-là pour bien placer les choses en perspective. Donc, très rapidement, voilà la première partie de l'exposé. Il faut faire une grosse première partie, c'est à peu près les 2/3 de l'exposé, qui reprend en gros la division du livre. Traditionnellement, il faut bien diviser dans un domaine aussi vaste et aussi touffu que l'astronomie ou l'astrophysique actuelle, faire un peu de grandes catégories, donc c'est pas très original. Je reprends les grands domaines de l'astrophysique, un petit peu dans l'historique de leur développement au XXe siècle, en commençant par ce qu'on connaissait de mieux au démarrage, les étoiles qui ont occupé les astronomes pendant des siècles. Je reviendrai sur les planètes à la fin, d'une part parce que c'est vraiment pas mon domaine, et d'autre part parce que là, les choses vraiment excitantes se sont passées à la fin du XXe siècle avec l'exploration du système solaire directement par les sondes spatiales, et puis la découverte retentissante des exoplanètes, qui est devenu un des secteurs les plus importants de l'astronomie actuelle. Donc après les étoiles, on passera aux galaxies, puis à l'histoire de l'univers dans son ensemble, la science qui s'appelle la cosmologie, qui est née vers les années 1930, à partir du moment où on s'est aperçu que l'univers était en expansion. Il a fallu du temps pour l'admettre. Ça a été définitivement admis seulement dans les années 1960. Et en parallèle, on a découvert toute une série d'objets qui avaient quasiment complètement échappé à l'astronomie classique, sauf les supernovae, avec ces objets dont on parle beaucoup, dont vous avez entendu parler à propos des ondes gravitationnelles, je pense avec Thibaut Damour, c'était l'année dernière. Et donc, j'irai un petit peu plus vite sur ce domaine-là, bien que ce soit les domaines les plus chauds actuels. Bon, ensuite, je reviendrai sur les grandes questions, je dirais, les secteurs les plus actifs,
J'ai déjà parlé des exoplanètes qui débouchent immédiatement sur la question est-ce qu'il y a de la vie dans ces exoplanètes? Pour l'instant, on n'a pas le moindre indice, c'est une question très débattue, mais c'est néanmoins un des moteurs, vous imaginez bien, des énormes efforts qui sont développés, qui vont être développés dans tout le courant du siècle dans ce domaine-là. Comme je vous l'ai dit, un autre domaine qui a fait une entrée fracassante il y a maintenant 4 ans, c'est la découverte, la détection directe des ondes gravitationnelles. On avait des détections indirectes avant. Elles découlent finalement de la relativité, bien que ce ne soit pas tout à fait évident, mais enfin, à partir du moment où on a bien compris la relativité générale, il n'y avait pas de problème. On était sûr qu'il y aurait ces ondes gravitationnelles. C'est un secteur qui, depuis, s'accélère en fait et donne lieu à d'énormes projets, comme un projet spatial qui s'appelle LISA, dans lequel on reviendra, qui volera, si on est optimiste, dans une quinzaine d'années. Ceci étant, on a résolu beaucoup de problèmes, on a mesuré l'univers beaucoup plus profondément, beaucoup plus en détail, avec un luxe de détails, on comprend beaucoup de choses, mais il reste d'énormes mystères. Vous le savez, vous avez entendu parler de cette matière noire qui représente plus de 80% de la matière à proprement parler de l'univers, dont on ne sait pas du tout ce que c'est, même si elle existe. L'énergie noire, c'est un autre problème qui est un peu du même ordre, qui domine actuellement l'énergie de l'univers, qui réaccélère l'expansion. Et je ne parle pas de choses encore plus difficiles et souvent un peu débattues, comme l'inflation qui serait une phase d'expansion hyper accélérée au tout début du Big Bang. Donc vous voyez que ça fait un menu important. Je vais essayer d'aller assez vite, mais tout de même de nous raccrocher à des notions plus terre-à-terre, comme les étoiles, les galaxies et les planètes. Donc, juste là pour retracer un petit peu quand même en perspective le développement de l'astrophysique au XXe siècle, je suis parti d'un bouquin que j'aime bien de collègue Martin Arwit, qu'il a publié il y a maintenant, vous voyez, déjà une trentaine d'années, où il avait fait le bilan de l'accélération des découvertes au fil de l'histoire. On a les plus grandes découvertes de l'astronomie depuis l'Antiquité, et vous voyez, la courbe est tout à fait ce qu'on appelle une exponentielle, avec une croissance toujours plus accélérée. Ça, c'était ce qui se passait en 1980. Il a recensé ce qu'il a considéré comme les grandes découvertes. J'ai essayé d'en faire dans le livre une petite liste, mais qui est parfaitement arbitraire. Mais ce qui s'est passé depuis 1980, vous voyez qu'il y a ici 22, 23 nouvelles de chapitres. Enfin, c'est toujours très rapide le rythme de découverte en astronomie, même si peut-être il est un tout petit peu, il ne continue pas sur un plan vraiment exponentiel. Avant d'entrer dans les détails, comme vous avez vu dans le plan, juste un tout petit retour général. Qu'est-ce qui explique un tel développement? Bon, évidemment, ça participe au mouvement général, aux révolutions qu'a vécu le XXe siècle, que nous avons tous vécu, même depuis dans les 20 dernières années, l'accélération des découvertes, l'accélération des progrès et de la science et de la technologie. Bon, d'abord, l'astronomie se base, la compréhension des astres se base essentiellement sur la physique, et donc il n'est pas étonnant que les deux révolutions qui ont ouvert le XXe siècle en physique ont été absolument essentielles pour permettre les progrès de l'astrophysique. La relativité, bien évidemment, vous savez que la relativité générale, c'est la science de l'espace et des masses, hein, des énergies, donc c'est le cadre absolument indispensable pour penser l'univers. La cosmologie a démarré, on pourrait dire la cosmologie moderne, bien évidemment, avec la théorie d'Einstein de relativité générale en 1915, et c'est le cadre actuellement qui permet de discuter non seulement l'histoire de l'univers, sa structure, mais également tous les aspects très énergétiques, comme les trous noirs ou les ondes gravitationnelles qu'on trouve par ailleurs. De même, ces objets comme les trous noirs et les étoiles à neutrons permettent d'obtenir des énergies fantastiques, et donc l'astronomie des hautes énergies
absolument besoin de la relativité, et c'est développé dans la deuxième partie du XXe siècle. Bon, la mécanique quantique, elle, c'est autre chose. Vous savez que c'est la physique, la microphysique, le cadre de la microphysique. Je n'entre pas du tout dans les détails des bases et des difficultés de la théorie, mais ça a permis de comprendre les atomes, les noyaux des atomes, les molécules, les niveaux d'énergie, et pour l'astronome, quelque chose d'absolument essentiel, de comprendre l'origine des raies spectrales, qui sont une des sources d'information les plus importantes qu'a l'astronome pour tous les astres. C'est vrai pour les étoiles, les galaxies, mais c'est vrai aussi pour le gaz interstellaire froid ou les plasmas astrophysiques extrêmement chauds. Ça c'était pour la théorie. Il est bien évident que les progrès de technologie ont été absolument fondamentaux pour accroître la sensibilité des observations en astronomie et accroître la quantité d'informations que les astronomes ont pu accumuler sur les astres et l'univers. Donc, tout seigneur, tout honneur, évidemment, l'outil d'un astronome classique, ce sont ces télescopes. Vous savez qu'on construit des télescopes de plus en plus gros, c'est pas aussi évident, hein, juste pour donner des points de repère. En 1900, on en était à 2 mètres. Hein, pour les télescopes, c'était les grands télescopes payés par les mécènes américains, essentiellement. En 1950, on était passé à 5 mètres. Vous voyez le fameux télescope du Mont Palomar, dont on peut entendre parler, près de Los Angeles. Et puis, à la fin du siècle, on avait à la fois fait sauter des verrous technologiques. La difficulté de construire ces énormes télescopes, c'est que les miroirs sont extrêmement fragiles, et pendant longtemps, on n'a pas su faire des miroirs plus grands que 5 mètres. L'industrie française, d'ailleurs, a permis à l'Europe de construire des miroirs de 8 mètres au Chili. Vous avez ici les 4 télescopes du VLT, le Very Large Telescope, qui est dans le désert d'Atacama au Chili. Et en parallèle, un petit peu avant d'ailleurs, les Américains avaient construit sur un volcan de Hawaï un puis 2 télescopes de 10 mètres, mais basés sur un principe différent. Plutôt que de prendre un grand miroir, on le coupe en morceaux et on ajuste les morceaux de façon à former un paraboloïde parfait. Donc ça, c'est évidemment, ça pose moins de problèmes technologiques pour faire les miroirs. Il faut mieux les contrôler, mais actuellement on sait le faire, si bien que la génération suivante, on commence actuellement, l'ESO, qui est le consortium des pays, de tous les grands pays européens, qui a ses observatoires au Chili, a démarré, pas loin du site du VLT, la construction d'un télescope, encore un mastodonte, ça c'est une maquette, hein, vous voyez ici, de 39 mètres de diamètre, qui devrait fonctionner, je dirais, vers 2025. Il y a eu des pays, elle est enfin, on est en train de construire cette énorme coupole, etc. Bon. Alors évidemment, les télescopes, c'est pas tout. Il faut ensuite traiter l'information et mettre derrière des caméras ou des spectromètres. Et donc, mais alors, quand vous prenez des objets aussi gros, ce qu'on appelle les instruments, ici vous avez un spectromètre qui vient d'être monté sur le VLT à l'ESO. Vous voyez la taille de l'instrument. Hein, ça fait, je ne sais pas, 4 mètres de haut, etc. Et ça coûte, je ne sais pas combien de millions ou de dizaines de millions. Ce qui est important aussi, c'est d'obtenir une bonne résolution angulaire. Vous savez que l'atmosphère est très handicapante pour les observations à partir de la Terre, d'où l'intérêt d'aller dans l'espace. Mais on sait maintenant, en particulier grâce à des techniques d'optique adaptative, qui ont été développées essentiellement par les militaires, corriger l'effet de la turbulence atmosphérique pour obtenir des images qui sont meilleures, bien meilleures, et qui, dans certains cas, peuvent entrer en compétition avec les images spatiales. Bon, je ne parle pas non plus du tout des détails, des récepteurs, des caméras. Il faut savoir que les CCD que nous avons tous maintenant dans nos télescopes dans nos téléphones portables ont été utilisés, les premiers utilisateurs, c'est à nouveau les militaires évidemment, et les astronomes seulement dans les années 1980.
Avant, on était encore pas mal tributaire des plaques photo. Bon, enfin, il faut placer ces télescopes dans des bons sites qui conditionnent la qualité d'image. Alors, au XVIIe siècle, on mettait les observatoires à Paris ou à Londres. Au XIXe siècle, on les mettait à Meudon. Mais au XXe siècle, on est parti dans les meilleurs sites du monde. Vous en avez deux ici. À nouveau, le site du Chili, dans le désert d'Atacama, du VLT, et le site d'Hawaï. Vous voyez comme cette montagne est encombrée, ce qui maintenant pose un énorme problème, parce que c'est une montagne sacrée, et les dieux trouvent qu'il y a vraiment beaucoup de télescopes. Donc les astronomes n'ont plus le droit de construire de nouveaux télescopes sans en démolir un ancien. Mais ça devient un problème majeur. Les Américains ont un projet équivalent du très grand télescope de l'ESO, qui ne vont probablement pas pouvoir mettre à Hawaï. Enfin, la question n'est pas encore complètement résolue. Bon. À côté de l'optique, là je vais aller vite, mais il y a eu tout un domaine, je le connais bien parce que c'est le domaine que je pratique. L'atmosphère, vous voyez ici, attendez, je fais des bêtises. Vous voyez la courbe de transmission de l'atmosphère. Ce qui est en haut, là, c'est complètement bloqué. Ici, c'est le petit domaine visible, vous voyez, l'arc-en-ciel, où l'atmosphère est bien transparente. Dans l'infrarouge proche, il y a encore des fenêtres qui sont à peu près transparentes. Et l'autre grande fenêtre, où c'est très peu absorbé, c'est le domaine de la radio, là où vous voyez le télescope. Les longueurs d'onde radio, celles qui sont centimétriques, passent bien dans l'atmosphère. Celles qui sont alors centimétriques, ça va jusqu'aux longueurs d'onde de votre four micro-ondes. Ensuite, le millimétrique, c'est un peu plus difficile. Enfin, on peut encore travailler à certaines longueurs d'onde, comme pour cet énorme ensemble d'antennes qui a coûté plus d'1 milliard d'euros, qui est un consortium international avec les États-Unis, l'Europe et le Japon, toujours au Chili, toujours dans le désert d'Atacama, mais dans la partie qui est dans l'altiplano, tout près de la frontière de la Bolivie et de l'Argentine. Bon, je vais passer sur les détails et l'intérêt de ces techniques de radio. L'une, c'est qu'on peut obtenir néanmoins une très haute résolution angulaire en combinant les signaux des différentes antennes. Vous voyez, vous avez ce qu'on appelle les interféromètres, l'un ici aux États-Unis, l'autre au Chili, et en combinant, on peut faire l'équivalent par le traitement du signal dans des corrélateurs qui sont des énormes machines informatiques, électroniques. On peut obtenir la résolution qu'on aurait avec un énorme télescope de 100 mètres ou 1 km de diamètre, voire même de 3000 km de diamètre, si on prend ce qu'on appelle les bases intercontinentales. Et vous avez tous vu dans la presse, là il y a quelques mois, la première image de la silhouette d'un trou noir dans une énorme galaxie qui n'est pas la nôtre, qui a été obtenue en combinant les signaux des télescopes qui sont distribués. Vous voyez le réseau là en bleu, ça va du pôle sud au Nouveau-Mexique, en passant par le Chili et l'Europe. Bon. L'autre domaine qui s'est développé, évidemment, comme l'a dit Albert tout à l'heure, c'est le domaine spatial qui s'est développé, donc, disons, dans la deuxième moitié ou le dernier tiers du XXe siècle, avec, pour l'astronomie, les choses ont vraiment commencé d'une certaine façon avec la mission Apollo en 1969. L'information qu'on a ramenée sur les roches lunaires a permis de comprendre et de conforter l'idée que la Lune avait été créée dans une gigantesque collision entre une petite planète et la Terre. Bon, depuis, vous avez tous vu à la fois les télescopes spatiaux qui permettent d'avoir une bien meilleure résolution. Celui-ci, c'est le fameux Hubble, qui fonctionne bien depuis maintenant presque 20 ans et qui va être remplacé, on l'espère, dans 2 ans, par quelque chose de plus gros, plus difficile, plus cher,
qui a un nom barbare qui s'appelle le JWST. Et en parallèle, vous savez aussi que Mars a été l'objet de très nombreuses missions spatiales avec des engins extrêmement sophistiqués comme ce robot auquel participe la France pour analyser des roches de Mars volatilisées par un laser. Bon, je survole. Le dernier point qui a été aussi, mais là je ne vais pas entrer dans les détails, dans les 20 dernières années, ou même avant, il est clair que l'astronomie ne serait pas ce qu'elle serait si on n'avait pas derrière les ordinateurs pour traiter les énormes quantités de données qu'on peut recueillir maintenant. Et donc ici, vous avez par exemple en noir le nombre de pixels des caméras. Donc ça représente bien l'accroissement du nombre, de la quantité d'informations qu'on peut obtenir avec un télescope. Et en rouge, vous avez le nombre de la croissance du nombre de galaxies découvertes. Vous voyez que tout ça a des allures d'exponentielle, c'est des échelles logarithmiques ici. Donc c'est des choses qui ressemblent à la loi de Moore pour les ordinateurs. Bon, donc j'arrive maintenant aux différents domaines. Les étoiles. Alors, avec ce type de questions et ce programme, donc, très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une étoile? Vous savez que c'est une énorme boule de gaz très chaud, où la cohésion est assurée par la gravité. Le problème, c'est qu'elles sont extraordinairement lointaines. Je passe sur la façon dont on a déterminé les distances, mais dès l'Antiquité, on savait que les étoiles étaient extrêmement lointaines parce qu'elles ne bougeaient pas sur le ciel. Donc, dès le XVIe et XVIIe siècle, on a compris que les étoiles étaient d'autres soleils extrêmement distants. Ça a été bien confirmé par la suite. C'est le XIXe siècle a appliqué la thermodynamique, mais est arrivé à un problème fondamental qui était que on ne connaissait pas l'énergie des étoiles. Bon, je passe le soleil. Ici, c'est juste pour vous montrer un petit peu la gamme des différentes étoiles. C'est un diagramme classique pour les astronomes qui s'appelle le Hertzsprung-Russell ou HR, qui permet de montrer que la plus grande partie des étoiles, et on va voir que ça correspond à leur vie normale, où elles brûlent de l'hydrogène qu'elles transforment en hélium, mais avec, surtout vous montrer ici l'énorme gamme de luminosité. Vous voyez que le Soleil est au milieu, il y a des étoiles qui sont 1 million de fois plus lumineuses que le Soleil, il y en a d'autres qui sont 100 000 fois moins lumineuses. Donc une étoile, ça ressemble au Soleil, mais à la nuance près que ça peut être 1 million de fois plus lumineux ou 100 000 fois moins lumineux. L'autre paramètre, c'est celui qu'on voit, il y a des étoiles rouges et des étoiles bleues, la couleur de l'étoile qui est liée à la température de surface. Là, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Par contre, je veux insister sur le fait qu'une des révolutions du XXe siècle est liée à la physique, c'est qu'on a compris définitivement vers 1938 d'où venait l'origine des étoiles. Ça a été un gros problème pendant le XIXe siècle avec des controverses. On pensait que le Soleil devait être plus vieux que la Terre. Les géologues savaient qu'il y avait des roches très anciennes, de plusieurs centaines de millions d'années. Les physiciens, eux, disaient c'est pas possible parce que le Soleil ne peut pas marcher avec les sources d'énergie, en particulier l'énergie thermique des atomes dans le Soleil. Ça ne peut pas durer plus de 30 millions d'années. Donc la Terre ne peut pas avoir plus de 30 millions d'années. Bon, c'est les géologues qui avaient raison, et c'est la physique qui a découvert d'abord la radioactivité, puis la théorie de la relativité, et les réactions nucléaires qui ont montré, on a assez vite compris que certaines réactions nucléaires pouvaient produire des quantités d'énergie fantastiques, comme ça a été démontré par les bombes thermonucléaires 50 ans plus tard. Donc le Soleil fonctionne sur la fusion thermonucléaire, comme les bombes à hydrogène, comme on essaye de la domestiquer pour produire de l'énergie dans des réacteurs communautaires, avec une réaction assez compliquée. Ça a été un casse-tête pour les physiciens qui ont mis une bonne dizaine d'années
à comprendre comment on pouvait combiner 4 protons, noyaux d'hydrogène, pour former un hélium en récupérant à peu près 1% de l'énergie de masse. Bon, donc ça, c'était encore une fois, ça a été vite, ça a permis de construire d'excellents modèles pour comprendre l'évolution des étoiles. Elles passent en fait la plus grande partie de leur vie, c'est pour ça que dans le diagramme où on était, on voyait cette séquence dite principale, en brûlant de façon très bien régulée. Il y a des dispositifs de régulation lesquels je ne vais pas rentrer, qui permettent donc de maintenir à peu près la même luminosité pendant presque 10 milliards d'années pour le Soleil, plus pour les étoiles plus petites. La luminosité augmente très très vite avec la masse, qui explique cette grande gamme de luminosité que je vous ai montré tout à l'heure. Et par contre, la durée de vie, comme les étoiles les plus massives sont les plus prodigues, c'est celles qui durent le moins longtemps. Donc les durées de vie des étoiles, ça s'étage depuis à peine 1 million d'années jusqu'à des durées de vie qui pourraient chiffrer en milliers de milliards d'années, mais qui dépassent de beaucoup la durée de vie de l'univers. Mais tout ça a une fin, en principe, même si pour les plus petites, elle est très lointaine. La plupart des étoiles de petite masse, en particulier comme le Soleil, deviennent au bout, pour le Soleil, c'est au bout de 10 milliards d'années, une géante rouge, et finissent en une naine blanche, qui est un corps compact, à peu près les dimensions de la Terre, qui est un peu pâlo, qui n'est pas très intéressante, sauf quand elles peuvent exploser pour donner des supernovas en accrétant de la matière. Les étoiles de plus grande masse, et pour notre propos, elles sont plus intéressantes ici, elles gonflent aussi pour leur couche extérieure, leur couche intérieure se condense, leur température intérieure augmente, et elles finissent par imploser, puis exploser. Donc l'implosion donne une étoile à neutrons. Là, c'est toujours la masse du Soleil, mais non pas dans le rayon de la Terre, mais dans le rayon d'une grande ville comme Paris, une vingtaine de kilomètres. Donc ça donne un corps dont on a pris conscience, je reviendrai, dans les années 1930 et confirmé dans les années seulement 1960 avec la découverte des pulsars. Celles qui sont encore plus lourdes pourraient donner directement des trous noirs, et c'est peut-être celles qu'on retrouve dans les fusions de trous noirs auxquelles on assiste avec les ondes gravitationnelles maintenant. Donc vous voyez, ça c'est le schéma d'évolution du Soleil dont je vais sauter. Je reviens sur l'évolution finale pour montrer que ça donne des objets spectaculaires. Alors même les petites étoiles qui ont une explosion qui à côté des supernovas est très très modeste, ça donne des choses très colorées parce que ça expulse des couches diverses au cours de son expérience. Puis l'étoile centrale est un bon phare, même ultraviolet ou visible. Donc c'est des objets très spectaculaires, vous voyez ici, et variés. Souvent, ils sont très variés parce que c'est des objets où il y a 2 étoiles qui peuvent tourner l'une autour de l'autre. Ça donne ces figures compliquées qu'on voit là. Les supernovas, je reviendrai dessus, c'est beaucoup plus rare, mais on en connaît quelques exemples historiques sur lesquels je reviendrai. Et c'est elles qui vont donner ces monstres que sont les étoiles à neutrons et les supernovas. Alors, autre fait capital des étoiles qui nous intéressent directement, vous savez tous que c'est des étoiles que proviennent pour l'essentiel nos atomes. Vous savez que l'hydrogène et l'hélium proviennent essentiellement du Big Bang, mais tous les autres atomes ont été faits dans les étoiles. On connaît, ça c'est la variation et on comprend un peu, il y a des noyaux atomiques, c'est les noyaux qui définissent les atomes, on rajoute des électrons après. Les noyaux sont plus ou moins stables, suivant le nombre de neutrons, le nombre de protons, etc. On comprend assez bien cette décroissance et en gros l'origine, mais pas le détail, d'où viennent les éléments. Ici, vous avez la classification de Mendeleïev avec l'origine des différents éléments. Donc, je vais insister sur les jaunes, c'est celles qui proviennent des supernovas d'effondrement des étoiles.
Vous voyez toutes les cases jaunes, là, comme l'oxygène, le fluor ou l'aluminium. Les grises avec le fer et un certain nombre d'autres métaux voisins qui sont relativement abondants. Ça provient d'un autre type de supernova. Ce sont les naines blanches, white dwarf, qui explosent en supernova de type particulier. Et alors, ce qui est intéressant, bon, ça c'est un schéma que j'aurais pas pu montrer il y a quelques années, qui a été donc fait après la détection de la fusion de deux étoiles à neutrons dont a dû vous parler Thibaut d'Amour récemment, dont on a détecté les ondes gravitationnelles, et également l'explosion en lumière visible, en rayons X, en rayons gamma. Tout ce qui est violet ici, et vous voyez qu'il y a l'or, le platine, et un certain nombre de terres rares, le bismuth, etc., ou le grénon, proviennent des fusions d'étoiles à neutrons. Et ça, on en est quasiment sûr à partir d'un seul spectre de cette explosion qu'on appelle une kilonova, qui a accompagné cette fusion de deux étoiles à neutrons il y a à peine 2 ans. Dernière phase difficile à comprendre pour les étoiles, comment elles se forment. Alors, on sait que les étoiles se forment de façon continue dans les galaxies. Dans la Voie lactée, ils s'en forment quelques-unes par an actuellement. Dans des galaxies qui sont très prodigues, il peut y en avoir une centaine, voire un millier dans les cas les plus extrêmes, et ça ne peut pas aller beaucoup plus loin, parce qu'ensuite ça déséquilibre tout le gaz de la galaxie. Donc là, je reviens à quelque chose qui pourrait être le schéma pour le Soleil. Tout a commencé dans des énormes nuages de gaz interstellaires qui, sous l'action des forces de gravité, se sont condensés. C'est compliqué, la condensation, il y a du moment cinétique, du moment angulaire, qui fait qu'on a tendance à s'aplatir. Et donc, autour de l'étoile centrale qui se forme un disque dans lequel vont se former les planètes. Bon, tout ça pour vous dire que c'est compliqué, c'est à peu près aussi compliqué que la météo ou l'évolution du climat, mais on comprend à peu près comment les étoiles se sont formées, mais il reste beaucoup de pain sur la planche et peut-être des siècles de travail pour les astronomes pour comprendre tous les détails. Bon, les étoiles, alors elles ne se forment pas toutes seules. Ici, vous avez un amas monstrueux de jeunes étoiles dans les nuages de Magellan. Les nuages de Magellan, c'est les petites galaxies satellites de la nôtre qui sont plus actives en formation d'étoiles, dans laquelle on a vu une supernova en 1987. Donc, juste pour récapituler, les points forts du XXe siècle, on comprend d'où vient l'énergie, on a fait une théorie générale du fonctionnement qui comprend la nucléosynthèse de la quasi-totalité des éléments chimiques. Et donc, depuis, on a progressé dans les 50 dernières années sur la formation des étoiles. Donc, on peut dire qu'on a des modèles extrêmement raffinés, c'est de la théorie difficile, mais très solide, qui permettent d'expliquer les choses, les détails dans lesquels je ne vais pas entrer, c'est que les étoiles oscillent, des périodes de quelques minutes, par exemple, pour le Soleil, qu'elles émettent des neutrinos. Les neutrinos qu'on reçoit du Soleil il y a 50 ans étaient un problème. Maintenant, on comprend, parce qu'on comprend mieux la physique des neutrinos. Ils changent d'ailleurs au cours de route entre le Soleil et sur la Terre. Et puis, il y a tout un tas de questions plus ou moins difficiles qui impliquent le champ magnétique, la rotation, l'expulsion de gaz, etc., qui progressent. C'est encore un domaine vivant, un peu ancien, de l'astronomie. Même le Soleil, il y a des choses qu'on ne comprend pas bien, comme son cycle tous les 11 ans. Alors, les galaxies, là très rapidement, mais c'est autre chose, c'est un secteur qui n'était pas connu il y a même 100 ans. Il y a 100 ans, la majorité des astronomes pensaient que les nébuleuses spirales faisaient partie de la Voie lactée. Il y avait une minorité qui pensait mieux et qui savait que ça devait être beaucoup plus loin. Donc, maintenant, on en connaît, on peut les détecter jusqu'aux limites de l'univers observable. On sait qu'elles ont commencé à peu près toutes, il y a un peu plus de 10 milliards d'années, en commençant à former leurs étoiles. Mais on sait aussi que c'est très important qu'elles peuvent se regrouper en amont et en groupe.
Vous savez que nous, on est lié à la galaxie d'Andromède, par exemple. Donc, quelques vues, c'est des magnifiques objets. Hein. La nôtre ressemble probablement à cette galaxie spirale qu'on verra ici, si vous la voyez de face. Si vous la voyez par la tranche, c'est tout autre chose. Il y a des galaxies plus monstrueuses qui sont des galaxies elliptiques. Il y en a d'autres qui ont un grand renflement central. Et bon, Andromède, vous savez, peut-être vu avec une paire de jumelles. Bon, je n'entre pas plus dans le détail de la classification des galaxies. Je reviens sur la nôtre. Là, le XXe siècle a apporté énormément de connaissances sur la Voie lactée, c'est pas fini. Donc, encore une fois, voilà le schéma auquel on est arrivé. Et évidemment, on ne la voit pas de cette façon-là, on la voit par la tranche. Donc, suivant la lumière, on voit, ça c'est idéalisé, ça c'est ce qu'on peut voir dans le ciel dans l'hémisphère sud. On voit qu'il y a d'énormes nuages de poussière qui intéressaient beaucoup les Incas. Et l'image, la dernière en date, est celle du satellite Gaïa qui fonctionne actuellement, qui mesure la distance et la vitesse de 2 milliards d'étoiles de notre galaxie. Donc on est encore très loin de voir, on commence à voir les premiers résultats, de voir repérer les événements historiques où la Voie lactée a phagocyté les petites galaxies qui orbitaient autour d'elle, mais on pense que les résultats les plus importants sont encore à venir, peut-être même à propos de la matière noire. Voilà cette image magnifique, elle date déjà d'il y a quelques années, maintenant 1916. Bon, si maintenant on passe tout à fait à l'autre bout, les galaxies les plus lointaines, ça c'est un des champs qui a été observé le plus profondément par le Hubble Space Telescope, qui a vu donc les galaxies les plus minimes. Il y a les galaxies proches qui sautent aux yeux, mais il y a des tout petits points qui correspondent à des galaxies qui ont en gros soit 10 milliards d'années-lumière, ont émis leur lumière il y a 10 milliards d'années. C'est pas tout à fait la distance en années-lumière. Et donc, on commence à pouvoir répertorier, je ne dirais pas toutes les galaxies qui sont dans ce domaine-là, mais une grande partie des galaxies jusqu'aux limites de l'univers observable correspondant à ces distances. Tout ce que tu vois sont des galaxies. Alors, encore une fois, les galaxies peuvent se grouper, il y a de galaxies, de temps en temps, elles entrent en collision, donc on connaît des exemples spectaculaires de collision. Là, c'est des galaxies qui sont... ça ne marche plus. En dessous, en bas à gauche, qui ne sont pas très lointaines, mais on voit bien que dans certains cas, il y a les deux galaxies, dans d'autres cas, elles ont déjà pas mal fusionné, les étrelles et l'étoile. C'est des phénomènes spectaculaires. Et alors, même à plus grande échelle que là-bas, les galaxies se forment en espèce de grande structure. On parle de filaments. Ça, c'est une simulation de ce que la façon dont les galaxies sont formées. Et ça, c'est la réalité. Donc, on regarde là où on est à 1 milliard d'années-lumière. La tranche est proche de nous. C'est qu'1 milliard d'années-lumière. Et on voit que ce n'est pas du tout homogène, la répartition. Bon, donc, on commence à arpenter l'univers et à connaître. Bon, évidemment, c'est assez aléatoire. C'est un travail de Romain, parce qu'il y a des milliards, des centaines de milliards de galaxies dans l'univers, mais les progressions sont très spectaculaires et les observations des galaxies ont occupé, je ne sais pas, entre un tiers et la moitié des astronomes dans les 20 ou 30 dernières années. Alors, où en est-on? Donc, l'histoire, la révélation, la connaissance de la Voie lactée. Une chose qui va être très importante pour la matière noire, c'est qu'on a, dans les années dès 1970, on a détecté des anomalies dans les vitesses de rotation qu'on mesure par les étoiles qui sont à la périphérie des galaxies et qui ont justifié l'hypothèse de matière noire. Donc, plus récemment, le grand télescope et Hubble atteignent les limites de l'univers observable. L'inventaire commence à être, je dirais pas complet, mais dans certaines directions, jusqu'à 1 milliard d'années-lumière. Plus loin, c'est des avant-postes.
La Voie lactée, elle, est étudiée sous toutes ses coutures par Gaïa. On comprend en gros, mais c'est des objets extrêmement compliqués, les galaxies, leur évolution et leur formation il y a plus de 10 milliards d'années. Mais il reste un énorme travail. Qu'est-ce qu'il va y avoir de neuf dans les 10 ou 20 prochaines années? Donc l'exploitation de Gaïa, comme je l'ai déjà dit, l'extension à plus grande distance des études massives, là on est limité à 1 milliard d'années-lumière, quelques années ce sera 2, 3, 5 milliards, et même pour des choses plus ponctuelles, jusqu'au moment où les galaxies se forment. Et donc, il y a le nouveau radiotélescope qui va probablement se construire, qui s'appelle Square Kilometer Array, qui est un ensemble de télescopes gigantesques, a comme objectif de comprendre en particulier la formation des galaxies. Donc, qui dit galaxie, dit immédiatement distribution dans l'univers, histoire des galaxies qui se confond un peu avec certaines parties de l'histoire de l'univers. Donc, c'est pas étonnant si la cosmologie a démarré à peu près en même temps que l'astronomie des galaxies. Vous avez dû entendre parler que l'expansion de l'univers a été donc mise en évidence par, on attribue généralement la paternité à Hubble. Il ferait mieux de dire, on dit plutôt maintenant Hubble est le maître, vers 1930. Donc on sait que c'est en expansion généralisée depuis cette époque-là. On sait depuis beaucoup moins d'années que l'âge, si on peut parler d'âge de l'univers, c'est de l'ordre de 14 milliards d'années. Et très important, c'est dans la logique de cette expansion, si on remonte le temps, on va augmenter la densité des galaxies, puis la densité de la matière, et donc il est logique de penser qu'on est parti d'un état hyper dense, qu'on a fini par appeler le Big Bang, très chaud, d'où ont émergé les particules, en particulier les protons et les neutrons qui ont formé les atomes, et au bout d'un certain temps, si on attend des milliards d'années, près d'1 milliard d'années, on commence à former les galaxies. Donc les galaxies, on comprend le principe général de leur formation, on sait que ça s'est formé à partir d'infimes fluctuations de densité. Vous voyez, c'est des petits grumeaux, mais les forces de gravitation exercées par ces grumeaux de matière noire ont fini par rassembler la matière et donner ces filaments, ces amants et ces galaxies. Dernière découverte qui date maintenant d'une vingtaine d'années seulement, l'univers n'est plus simplement en expansion libre, mais il est réaccéléré. Il y a une source d'énergie mystérieuse, on peut appeler énergie noire ou énergie sombre, qui réaccélère l'univers de façon notable depuis, je dirais, au moins 5 milliards d'années. On va revenir sur la détermination de toutes ces quantités, les densités moyennes, les constituants à l'âge. On peut dire qu'on commence par mesure avec précision depuis une vingtaine d'années, et les dernières en date ont été fournies par le satellite Planck. Mais il reste que les constituants majeurs sont d'une nature qu'on comprend. Alors, juste pour bien insister sur le fait que l'expansion de l'univers a été mise en évidence par les galaxies qui s'éloignent de nous. Hubble a observé un certain nombre de galaxies proches de nous et montré qu'elles s'éloignaient avec une distance à peu près proportionnelle, avec une vitesse à peu près proportionnelle à la distance. Alors si on réfléchit bien, dans un atlas, si on fait l'effort de se placer sur les autres galaxies, on se dit qu'on verrait exactement la même chose, et que donc partout dans l'univers, si vous regardez vos voisines, elles s'éloignent de vous. Et la bonne interprétation qui est fournie par la relativité générale, c'est que c'est tout l'espace qui se dilate, toutes les longueurs se dilatent, et donc c'est un peu l'idée de, vous voyez, cette image du pudding du gâteau, là, avec des raisins. Au départ, les raisins sont rapprochés. Quand le gâteau enfle, les raisins suivent, et ils sont de plus en plus éloignés. On a l'impression qu'ils s'éloignent les uns des autres. Donc, là maintenant, je reviens à cette phase initiale, qui est une des grandes découvertes
du XXe siècle, qui a été proposé correctement déjà à la fin des années 1940 et confirmé. Il y a eu des débats absolument acharnés, il y avait des tenants, des adversaires résolus de ce type de théorie qui pensaient que l'univers était stable, il ne bougeait pas. Donc, le modèle général a été accepté dans les années 1960 quand on a découvert les reliques du rayonnement qui existait à cette époque-là. Ici, je ne peux pas entrer dans les détails, hein, vous avez la phase la plus importante là, qu'on comprend à peu près, c'est cette soupe chaude, la rouge, qui comprend des particules élémentaires, vous voyez, des électrons, des neutrinos, des noyaux atomiques, etc. Il y a évidemment des photons. Il y a quelque part une échelle de température. Vous voyez qu'ici on est à 1 milliard de degrés, là on est à 3000 degrés, et au départ ici on était à 10 puissance 12 degrés, ou plus que ça, 10 puissance 20 et quelques degrés. L'expansion, hein, comme quand un gaz qui se détend, produit refroidissement du gaz et donc fait disparaître un certain nombre de particules petit à petit. Donc, j'insiste sur ce que je mettrais comme limite à peu près au Big Bang, c'est le moment où le rayonnement s'est découplé des atomes, où d'ailleurs les électrons se sont recombinés aux protons, qui est daté de à peu près 300 000 ans, 300 ou 400 000 ans après le Big Bang. Juste un coup de flash sur la pointe qui est là au bout, qui est ce qu'on appelle l'expansion extrêmement rapide. Vous voyez, à partir d'un certain moment, la plus grande partie de l'expansion est régulière. Ici, il y a une phase d'énorme accélération de l'expansion qui correspond à ce qu'on appelle maintenant l'inflation, qui est une période, une physique encore très mal comprise, même pas acceptée par tout le monde, mais qui explique pas mal de choses sur les paramètres actuels de l'univers. Vous nous avez permis de vous interrompre 2 minutes, un peu pendant le cours. Merci. Je voudrais poser une question, et si ça l'interrompt trop, comment c'est une spéculation, un calcul, comment on arrive à des chiffres comme cette température de départ? Comment vous pouvez... c'est une Alors, on connaît la physique, avec les accélérateurs en particulier, de toute la phase finale. Hein? Donc là, on est à peu près sûr, on a un certain nombre d'indices, le rayonnement qu'on récupère maintenant, la formation de l'hélium à partir de l'hydrogène, qui dépend de la température, de la densité, etc. Et on a des modèles qui collent très très bien. Donc par contre, vous avez entièrement raison, dès qu'on entre dans cette partie-là, par ici, dans les phases avec des températures absolument ahurissantes, qui dépassent, vous voyez, voilà l'énergie qu'on peut atteindre avec le LHC, l'accélérateur de particules du CERN. Donc, jusque-là, on comprend à peu près la physique et même pas tout. On ne comprend pas bien pourquoi il est resté la matière, qu'elle ne s'est pas entièrement annihilée avec l'antimatière. Mais c'est vrai que quand on va ici, c'est des spéculations qui s'appuient sur le fait qu'on a besoin de choses qui se passent dans cette phase initiale pour expliquer ce qu'on voit maintenant, y compris l'existence des galaxies. Mais c'est difficile et c'est matière à débat. Et il y a des controverses entre même cosmologues sur cette phase de l'inflation sur laquelle on pourrait passer toute une conférence. En fait. Alors, j'en viens maintenant à des succès de l'astronomie européenne, en particulier française, qui est la mission Planck, qui a volé en gros de 2009 à 2012 ou 2013, et qui a donc produit ces cartes des anisotropies. C'est des toutes petites anisotropies. En gros, si vous regardez à droite ou à gauche, ce rayonnement qui vient
dirais, en droite ligne du Big Bang, on appelle le rayonnement cosmologique. Il est très homogène. Néanmoins, il y a des petites inhomogénéités, vous voyez, qui sont de l'ordre de 1 cent millième. Il y a des endroits où vous avez une intensité du rayonnement qui est 1 cent millième plus grande qui est à côté, et qu'on explique par la formation de ces structures. Déjà, l'univers est plus homogène, et ces inhomogénéités ensuite grandiront, parce que la matière, le rayonnement après ça ne jouera plus de rôle, mais la matière a le même type d'inhomogénéité. Donc, Planck a confirmé que l'univers avait exactement la densité critique. Vous avez tous entendu parler, est-ce que l'expansion de l'univers va continuer, ou est-ce que les forces de gravité qui des galaxies entre les unes et les autres vont finir par arrêter l'expansion et ramener l'univers à se contracter? Bon, il y a 30 ans, on ne savait pas si l'univers allait continuer ou allait se recontracter. On sait maintenant qu'on a, et ce n'est pas un hasard, et ça s'explique par l'inflation, que l'univers a juste cette densité très spéciale qu'on appelle la densité critique, qui est juste la limite entre expansion indéfinie et contraction. Ça veut dire qu'il va continuer tout de même son expansion, qui d'ailleurs va être réaccélérée au bout de quelques milliards d'années. Donc, pour expliquer en particulier la composition actuelle de l'énergie de l'univers que vous avez ici, vous avez 69% d'énergie noire, 27% ou 26% de matière noire et 5% de matière ordinaire. Donc, pour expliquer ce type de paramètres, l'âge de l'univers, etc., on se sert de ce type de courbe, qui est une représentation mathématique des anisotropies, à des échelles différentes depuis, vous voyez, le degré jusqu'à une fraction de degré, ou 10 degrés, et vous voyez le degré d'ajustement de la courbe sur les paramètres qui permettent de fixer entre 5 et 10 paramètres qui décrivent l'état de l'univers. Mais il reste que les 95% de l'énergie actuelle de l'univers, sous forme d'énergie noire et de matière noire, leur nature physique n'est pas comprise. Donc je passe sur la mission Euclide qui va améliorer la connaissance de la réaccélération de l'univers, qui va être lancée dans 2 ou 3 ans. Donc là, un petit bilan. Les points forts, évidemment, du 19e siècle, c'est l'univers est en expansion. Ça a commencé par une phase très chaude, très dense et très chaude, qui n'avait rien à voir avec la structure de l'univers actuel, qui s'appelle le Big Bang. Les résultats après Planck, réaccélération, l'univers plat, bonne mesure des paramètres, âge maintenant de 13,8 milliards d'années, et on comprend la formation des structures. Alors, on a besoin d'une phase initiale de type inflation pour expliquer que l'univers est homogène, et aussi pour expliquer qu'il est plat, et pour expliquer comment se forment les structures qui vont donner naissance aux galaxies. Ça fait quand même beaucoup. Ceci étant, ça laisse beaucoup de paramètres libres pour le type de ce qu'on peut appeler inflation. Et je reviendrai dessus en finissant. Il y a encore énormément de questions sur ça. Bon, perspective. Actuellement, on recherche un fond d'onde gravitationnel qui aurait été produit par l'inflation. Je pense qu'on aura la réponse dans une dizaine d'années, parce qu'il y avait des résultats faux qui avaient été annoncés il y a 4 ou 5 ans. Mais au-delà, on se heurte aux questions fondamentales sur la matière noire, l'énergie noire et l'inflation. Si vous êtes intéressé par cette question, je vous conseille très vivement la lecture de l'ouvrage de Jean-Philippe Luzan, qui commence par le Big Bang, qui a été publié l'année dernière, où il insiste avec beaucoup de bon sens sur ce qui est solide dans toutes les discussions cosmologiques et aussi ce qui relève de conjectures qu'on ne peut pas décider ou infalsifiables, comme les hypothèses de multivers ou ce qui pourrait se passer avant le Big Bang. Bon, c'est des questions qu'on peut se poser
mais pour laquelle la science est incapable d'apporter vraiment une réponse actuellement, une réponse fiable actuellement. Bon, les nouveaux astres, j'en ai déjà pas mal parlé, et vous en avez entendu parler par Thibaut Damour à propos de tout de même les supernovas. C'est une source d'information sur l'explosion de ces étoiles qui était très parcimonieuse il y a quelques siècles. Tycho Brahe a eu la chance de voir une supernova. Nous avons eu la chance d'en voir une, mais pas dans notre galaxie, dans le nuage de Magellan. Ça, je vais sauter. Et les étoiles à neutrons, vous savez qu'on les a découvertes par les pulsars, qui sont des sources qui donnent une répétition de signaux radio avec une régularité d'horloge. On sait maintenant que c'est les étoiles à neutrons qui tournent extrêmement vite sur elles-mêmes avec un énorme champ magnétique, et donc qui peuvent émettre des rayonnements extrêmement puissants. On a encore beaucoup de travail en cours sur la physique de cet hydrogène. Les trous noirs, il faut savoir qu'en fait, même si on n'y croyait qu'à moitié à l'époque, ils ont été découverts dans les années 1970, et maintenant, on les voit, je dirais, presque toutes les semaines, dans les signaux des ondes gravitationnelles, par leur fusion. La théorie de savoir d'où ils viennent, ces énormes trous noirs qu'on voit avec les ondes gravitationnelles, c'est pas encore parfaitement établi, mais on a une source qui est assez solide, c'est l'effondrement des étoiles très massives, peut-être jusqu'à 150 masses solaires, qui peut donner des trous noirs de quelques masses solaires jusqu'à une dizaine de masses solaires. Ça, c'est des manifestations des trous noirs qu'on connaît depuis plus d'un demi-siècle. On a découvert dès le début de la radioastronomie ces énormes radiogalaxies toutes proches, avec des émissions radio extrêmement spectaculaires, très très loin du centre de la galaxie. Vous voyez ici, ce n'est pas un des exemples les plus spectaculaires, la galaxie du Centaure. Le disque là, c'est en gros la dimension de la galaxie. Et vous voyez que, lancé par le trou noir central, vous avez un énorme jet perpendiculaire au disque qui va au-delà des limites de la galaxie. Et ça se retrouve dans quasiment toutes les grosses radiosources locales, avec une bonne partie des plus grosses galaxies locales. Vous voyez que ce jet, il part au départ, il est ultra-relativiste au départ, puis il rencontre le gaz interstellaire et il embrase une partie des galaxies et même au-delà. C'est des objets extrêmement spectaculaires. La physique du lancement de ces jets près des trous noirs centraux n'est pas encore bien comprise. Elle est horriblement compliquée. Depuis 50 ans, on n'a pas un modèle précis. On espère, en étudiant mieux les trous noirs et leur environnement, qu'on comprendra d'où ça vient. Mais vous voyez donc la taille de ces phénomènes. Les quasars, ils émettent à peu près la même énergie, mais sous forme de rayons X, qui est transformé assez vite en rayons ultraviolets. Ou en rayons. Bon, donc, ça c'est toute l'histoire. J'insiste quand même sur la fécondité des années 50 avec la découverte des radiogalaxies, les années 60 des pulsars, des trous et des quasars, et 70 avec celle des trous noirs stellaires. Bon, on est passé maintenant à la détection, je dirais presque hebdomadaire, des ondes gravitationnelles. On a même une image de trous noirs par la radioastronomie. On aura bientôt une image de celle de la Voie lactée, dont on sait avec précision la masse, qui est seulement de 4 millions de masses solaires. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Bon, les ondes gravitationnelles, on y reviendra. Il y a des choses un peu mystérieuses qui sont beaucoup moins énergétiques, ce qu'on appelle les sursauts radio rapides. Je pense qu'on aura la solution dans 5 ou 10 ans. Et il y a des particules ultra-énergétiques, des rayons cosmiques d'ultra haute énergie qui viennent probablement aussi du voisinage de ces trous noirs. Au-delà, eh bien, ça dépendra un peu de l'évolution de la physique. Vous savez que le modèle standard
a été confirmé avec la découverte du boson de Higgs au LHC. L'étape suivante est beaucoup moins claire. Quelle sera la nouvelle physique liée au trou noir? On croit qu'un trou noir c'est relativement simple, mais tout de même, il y a la place pour des développements de physique qu'il est difficile d'anticiper. Et puis, il y aura certainement des choses qu'on soupçonne absolument pas. Bon, alors, les planètes, j'ai quasiment sauté l'exploration du système solaire. Vous avez tous vu ces images fantastiques du débarquement sur la Lune, les paysages martiens, ici, ou le noyau de comète vu par dans la mission Rosetta. Donc, qu'est-ce qu'on en a tiré? On n'a pas trouvé la vie, bien qu'on espérait la trouver sur Mars. Mais on sait qu'il y a eu de l'eau liquide en abondance sur Mars il y a très très longtemps. Et on pense actuellement que le climat de Mars, pendant, disons, en gros le premier milliard d'années, a pu ressembler pas mal à celui de la Terre. Ce qui, pour les questions d'apparition de la vie, est un élément extrêmement encourageant. On sait aussi qu'il y a d'énormes quantités d'eau liquide dans le système solaire, sous des satellites de Saturne et Jupiter, sous une espèce de banquise, et que peut-être on pourra, c'est des conditions qui seraient propices à la vie. Et puis on sait aussi que les comètes sont un réservoir fantastique de molécules organiques et qu'il ne faut pas se passer d'essayer d'en faire attention. Alors, à 20 ans, il y a une nouvelle mission, tout un rythme de mission. Il faut 10 ans pour préparer une mission. Pour certaines, il faut 10 ans pour aller jusqu'à des planètes éloignées. Donc on va visiter à peu près toutes les planètes du système solaire. Et ce qui va probablement dominer le paysage, c'est une énorme mission conjointe de la NASA et de l'ESA qui vise à ramener à peu près 500 grammes d'échantillons de matière martienne qu'on pourra examiner avec énormément de détails au laboratoire et qui donneront certainement pas mal de renseignements sur l'histoire de Mars et peut-être sur l'histoire de la vie passée sur Mars, on l'espère. Au-delà, je dirais que d'ici la fin du siècle, on aura bien exploré la totalité du système solaire, on aura été chercher tous les endroits qui sont les plus évidents pour trouver de la vie, ça veut pas dire que si elle se cache quelque part, on ne la trouvera pas, mais on saura si on a trouvé quelque chose ou pas. Je ne parle pas du vol habité sur Mars, qui pour les astronomes a peu d'intérêt, qui va coûter énormément cher, mais qui probablement résultera ne serait-ce que de la compétition entre la Chine et les États-Unis. Bon, donc je termine en survolant les ondes gravitationnelles. Vous avez eu la conférence de Thibaut Damour, donc je peux me permettre de survoler. Alors le principe, vous vous souvenez que c'est des ébranlements d'espace liés à des corps très compacts qui se déplacent très rapidement, type deux trous noirs en rotation l'un autour de l'autre. En tournant l'un autour de l'autre, ils engendrent des déformations de l'espace qui se propagent un peu comme des ronds dans la surface de l'eau, en créant des déformations de l'espace qui nous parviennent, mais après avoir parcouru des distances infinies, c'est des millions, voire des milliards d'années-lumière. Donc c'est une performance absolument fantastique de les détecter. Il faut détecter des déformations d'espace, des variations de distance de 10 moins 21. Je ne sais pas si les puissances de 10 ça vous fait quelque chose, mais c'est plus que des milliards de milliards. Bon, donc ça n'a pas découragé des gens visionnaires, à la fois aux États-Unis et en Europe, qui après au moins 30 ans d'efforts acharnés, ont abouti, comme vous le savez, il y a 4 ans, il y a eu de la chance, la première détection était plus importante que ce qu'on attendait. Vous vous souvenez du type d'interféromètre, on fait passer des photons de laser, on les fait revenir, je ne sais pas, une bonne centaine de fois sur ce trajet de plusieurs kilomètres, et on détecte des variations de ces distances. Si on n'a qu'un détecteur, on n'y croit pas. S'il y a des choses corrélées sur plusieurs détecteurs, on y croit. Et si on a si on a au moins 3 détecteurs, on peut faire de la triangulation et dire ça vient de tel coin du ciel.
Ça, c'est les signaux qui sont absolument remarquables, qui correspondent à peu près exactement à la théorie, qui sont, ça c'est les deux détecteurs de LIGO au debout des États-Unis, qui ont exactement la même forme. Je vous dis, c'est un résultat qui est absolument époustouflant. Donc ça, c'est les fusions d'étoiles à neutrons avec la nucléosynthèse dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est, on laisse faire l'étape suivante. Si on veut voir ce qui se passe avec des trous noirs de 1 million ou 100 000 masses solaires, ça ne marchera pas avec les détecteurs au sol, parce que c'est des ondes beaucoup plus basses, de fréquences beaucoup plus basses, et pour les détecter, il faut absolument aller dans l'espace. Donc l'Agence spatiale européenne a décidé d'étudier et de lancer dans les années 2030 cette mission avec l'aide de la NASA, certainement, et probablement du Japon, qui s'appelle LISA, qui est un énorme interféromètre laser dans l'espace. Vous voyez, à 3 bras, il y a 3 satellites, un principal et 2 annexes, et on fait balader la lumière entre eux sur ce trajet-là, et on mesure des toutes petites distances toutes petites variations de ces distances. Bon, il y a toute une physique à faire avec, je n'entre pas dans les détails, ça peut être extrêmement riche si ça marche. C'est parce que c'est horriblement complexe. Comme ça a marché au sol, on a des raisons d'être optimiste. Bon, il y a des nouveaux détecteurs au sol en projet. La Chine fait un effort colossal, l'Inde également, le Japon aussi. Et donc, on aura d'ici quelques années une batterie de télescopes. Je vous dis, on est actuellement au rythme de détection de presque, depuis 3 mois, de presque une détection par semaine. On y viendra à une par jour, etc. Donc on va avoir des statistiques, des événements bizarres. Et ce qui est très important, c'est ce qu'on a fait avec la fusion des étoiles à neutrons, c'est de pouvoir avoir d'autres informations sur l'événement en lumière visible, en rayons X, en rayons gamma. Bon, un mot sur les exoplanètes. Vous savez que c'est une des très grandes découvertes, maintenant qui date de 25 ans. On s'y attendait, on ne pensait pas que ça viendrait si vite, que ça serait aussi facile. On a été aidé par le fait qu'il existe des grosses planètes très près des étoiles. On sait maintenant qu'il y en a quasiment autour de chacune des étoiles pas trop grosses, de la Voie lactée et des autres galaxies. Ça fait donc des centaines de milliards de planètes par galaxie. On passe maintenant, évidemment, on se concentre sur les planètes qui nous intéressent le plus, celles qui peuvent nous ressembler, qui pourraient être habitables par d'autres formes de vie. Donc ça, c'est l'état des questions. Il y a déjà 1 an ou 2. On en est toujours actuellement à peu près 4000 planètes bien confirmées, mais ça va continuer à augmenter. Ça a doublé tous les 2 ou 3 ans dans les dernières années. Ça continuera peut-être pas au même rythme, mais enfin ça va continuer. On a trouvé par exemple ce système assez remarquable autour d'une petite étoile, ce qu'on appelle une naine rouge. C'est le système qui est en bas là, ça s'appelle Trappist. Vous avez 7 ou 8 exoplanètes rapprochées de l'étoile, dont certaines correspondent à des températures où l'eau peut être liquide et qu'on appelle habitable. Donc, on discute beaucoup de cette question d'habitabilité dans les planètes, en se disant que pour imaginer de la vie, il faut d'abord viser l'eau liquide, ce qui correspond à une certaine distance de l'étoile. Le système solaire, c'est en gros de la Terre à presque Mars. Finalement, on sait maintenant qu'elles sont difficiles à détecter, mais qu'elles ne sont pas rares. Il y en a peut-être une autour de chaque étoile, en gros, en moyenne, ou plusieurs. Donc il y en a probablement pas loin de 100 milliards dans la Voie lactée. Certaines peuvent être comparables ou plus petites que la Terre, mais on sait qu'il y en a aussi beaucoup qui ressemblent un peu à la Terre, c'est des planètes solides, mais qui peuvent aller jusqu'à des masses 10 fois celles de la Terre, qui n'existent pas dans le système solaire. On peut aussi imaginer que toute la planète est couverte par un océan. Par contre, on se rend compte de plus en plus que la Terre est quand même très spécifique,
avec des particularités qui sont particulièrement favorables à la vie. D'abord la Lune. On sait que la présence de la Lune stabilise l'axe de rotation de la Terre, donc ça stabilise le climat. Si l'axe de rotation bascule, on ne sait plus quel climat on a dans les différents hémisphères de la Terre. Le système Jupiter-Saturne a eu aussi un effet bénéfique sans trop perturber la formation de la Terre. Jupiter et Saturne ont eu un moment une velléité de se rapprocher du Soleil, puis ils sont revenus en arrière, et là où ils sont maintenant, ils arrêtent, ils servent un peu de parapluie anti-comète, ce qui fait que la Terre a moins d'impact qu'on en aurait sans ça. C'est vrai que le champ magnétique est tout à fait important pour arrêter les rayons cosmiques, en particulier ceux du Soleil, et donc protéger la vie. La tectonique des plaques et le volcanisme sont probablement également importants pour les caractéristiques du climat terrestre et même l'apparition de la vie sur la Terre. Donc tout ça pour dire qu'il y a actuellement des tenants pour dire que ces conditions de la Terre sont absolument uniques, enfin pas uniques, mais très inhabituelles, et qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de planètes qui permettraient l'apparition de la vie sur la Terre, la vie sur des planètes dans la Voie lactée. C'est des arguments qui sont très difficiles à manier, en fait. Bon, donc le bilan, c'est en gros ce que je vous ai dit. Par contre, ce qui est important, c'est la recherche, c'est ça un objectif qui commence tout juste. C'est comment est-ce qu'on pourrait avoir des indices que certaines planètes abritent une forme de vie comme il y a de la vie sur la Terre. Alors il ne faut pas être ambitieux au départ, vu les distances, il faut chercher ce qui est massif dans la vie, c'est-à-dire en fait les bactéries, et la façon dont elles peuvent transformer une planète, et en particulier transformer son atmosphère. Donc vous savez que l'oxygène, au départ, la Terre avait une atmosphère de CO2 et d'azote, et que l'oxygène n'a été formé que par photosynthèse, avec en même temps piégeage du CO2, mais il y a finalement pas tellement longtemps. Ça a bien commencé il y a 2 milliards d'années, mais ça a été massif que seulement à des temps géologiques relativement proches de 0,6 milliards d'années. Alors comment est-ce qu'on peut voir si d'autres planètes ont pu subir le même sort? Eh bien en cherchant des marqueurs de l'oxygène, donc d'abord directement au 2, peut-être au 3, H2O, et puis comme marqueur de vie, le méthane a aussi un intérêt. Donc actuellement, les spécialistes se disent qu'il faut viser à une échéance de, je ne sais pas, peut-être 20 ou 50 ans, la possibilité de détecter dans une planète semblable à la Terre, à quelques années-lumière, cette panoplie de signatures spectrales. C'est évidemment horriblement difficile. Néanmoins, on est sur le chemin. On est déjà capable de détecter, par exemple, H2O dans des planètes massives, ce qu'on appelle les Jupiters chauds, proches de leur étoile. On a des missions comme Ariel qui vont exploiter ça de façon plus détaillée dans quelques années. Et donc, je pense qu'on peut prendre le pari que dans quelques dizaines d'années, on arrivera à se poser la question de savoir s'il y a de l'oxygène dans telle planète. Ceci étant, l'interprétation restera extrêmement difficile et c'est absolument impossible de prendre vraiment des paris. Bon, quand on parle de vie, évidemment, c'est dans le système solaire qu'il faut d'abord chercher, même si on trouvait de la vie dans le système solaire, moi je crois personnellement, et il y a de bons arguments pour ça, qu'il devrait ressembler à la vie sur Terre, ne serait-ce que les planètes ne sont pas isolées. On sait qu'il y a des météorites qui nous viennent de Mars, et inversement. L'autre endroit où on a une chance de trouver de la vie, c'est ces océans, et en particulier ce petit satellite de Saturne qui s'appelle Encelade, a la particularité d'avoir des espèces de geysers d'eau, de gouttelettes d'eau qui proviennent des océans sous la banquise. Donc c'est un milieu qui pourrait être favorable à la vie et sur laquelle on va certainement envoyer des missions dans les 10 ou 20 prochaines années. Bon, je
crois que je vais vous laisser sur cette... Enfin non, si on va plus loin, il y a toute la question de l'origine de la vie. Il y a certainement des gens d'ailleurs dans l'auditoire qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour en discuter. Néanmoins, c'est une question qui intéresse les astronomes par les exoplanètes. Mais tant qu'on ne comprendra pas l'origine de la vie sur la Terre, on aura du mal à imaginer quelle est sa chance de se réaliser sur les autres planètes. Par contre, si on met en évidence la vie sur une autre planète, ce sera une progression énorme. Ou inversement, si après, je dirais, des décennies ou des siècles d'efforts, on ne trouve pas de vie sur aucune exoplanète, c'est la preuve que la vie est vraiment très difficile à démarrer. Donc, je vais quand même redire un mot de l'état actuel de la question de la matière noire. J'insiste sur le fait qu'elle est omniprésente. On l'a vu passer pour les vitesses de rotation des galaxies. C'est vrai aussi pour les amas de galaxies. Les lentilles gravitationnelles sont produites principalement, c'est la déflexion des rayons lumineux d'une galaxie lointaine par une galaxie plus proche, sont aussi produites par la matière noire des galaxies. On pense la formation des grandes structures à partir du Big Bang se fait, on a besoin pour qu'elle soit efficace qu'il y ait plus de matière que la matière ordinaire. Ça apparaît évidemment comme conséquence aussi dans les anisotropies du rayonnement cosmologique. Donc ce qu'il faut aussi réaliser, c'est que ça varie au cours du temps. Aujourd'hui, on retrouve le camembert que je vous ai montré tout à l'heure, qui est celui-ci, avec 25% de matière noire et 5% de matière ordinaire. Mais 2 milliards d'années après le Big Bang, il y avait à peu près les mêmes proportions, mais l'énergie noire était négligeable. Donc il y avait les 2/3 ou les 3/4 de la masse de l'énergie de l'univers qui était en matière noire. Alors, ça fait 30 ans qu'on cherche activement, 30 ans qu'on n'a rien trouvé. Donc, on commence à se poser des questions de savoir si elle existe vraiment et s'il ne faudrait pas plutôt modifier la théorie de la relativité générale. Mais honnêtement, il n'y a actuellement aucune théorie qui soit vraiment satisfaisante à ce jour. Donc on continue à passer en revue tout un tas de candidats qui sont très différents les uns des autres. Vous avez des particules massives qui sont liées aux théories supersymétriques. Le secteur des neutrinos est un secteur intéressant. On ne comprend pas encore bien le point de vue physique. Et ce sera peut-être la bonne chose. Il n'est pas tout à fait exclu, mais j'y crois pas vraiment, qu'on crée des petits trous noirs pendant l'inflation et qu'ils existent maintenant. Il y a des solutions même plus exotiques. Donc, question qui se pose, il faut d'abord bien se poser la question de théorie, rechercher les détections directes de ces différents types, et vous voyez que vu la panoplie, il faut pour chacune des expériences complètement différentes. Espérer que la physique va progresser, nous fournira un bon candidat. Et puis, voir les conséquences qu'on n'a pas encore bien explorées, en particulier les petites structures, on a vu les grandes structures, mais suivant la nature de la matière noire, des structures, il y a des inhomogénéités dans le halo de matière noire de la Voie lactée, que Gaïa verra, qui apporteront des résultats. Et d'aucuns placent l'espoir de détecter des rayons gamma ou d'autres particules qui proviendraient de la désintégration de la matière noire. Il y a des sources de rayons gamma qui sont tellement pas bien comprises, ce n'est pas absolument impossible. Mais vous voyez que la question est loin d'être résolue et je ne prendrai pas le pari de la date à laquelle elle pourrait être résolue. Pour l'énergie noire, bien que ce soit aussi spectaculaire, en particulier c'est discuté dans le bouquin de Luzon, c'est peut-être moins grave, c'est quelque chose qui avait été proposé tout naturellement par Einstein quand il avait introduit dans sa première théorie de l'univers une constante cosmologique. Alors évidemment, on ne comprend pas la physique de cette constante cosmologique, mais elle suffit, elle représente peut-être tous les effets d'énergie noire. On en saura plus après le satellite Euclide. Et je vais terminer donc par l'inflation.
on en a déjà parlé. On en a besoin pour expliquer différentes choses. Si on n'avait pas l'inflation, on ne comprendrait pas pourquoi l'univers est homogène et isotrope, pourquoi il est plat, pourquoi il se forme des galaxies. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas une vraie théorie, qu'elle n'est pas bien stabilisée, qu'elle a différentes variables, qu'elle est même contestée, et qu'elle peut ouvrir la voie à des conjectures qui dépassent le stade actuel de la physique. Donc, avec mes excuses d'avoir été trop long, je vous laisse une suite de problèmes qui sont beaucoup moins graves, sont peut-être celui de l'antimatière, qui, j'espère, progresseront, eux, un peu plus dans le courant du siècle. Sans oublier que, certainement, dans un siècle d'ici, on s'apercevra que les choses les plus importantes sont très loin dans cette liste. Merci. En résumé, vous avez du pain sur la planche. Ça marche. Qu'entend-on par platitude de l'univers? Alors, donc, il y a plusieurs choses équivalentes. Plat, c'est au sens de courbure de l'espace. Disons que l'univers a une géométrie euclidienne. Vous avez notre géométrie normale, on l'appelle euclidienne, mais on sait depuis le XIXe siècle qu'il existe d'autres géométries où l'espace est courbé, où les parallèles finissent par se couper, ou des choses de ce genre. Donc là, on se trouve dans une situation remarquable où, localement, la structure de l'univers, quand il n'y a pas de masse, est plate. Bon. Et on peut traduire en termes de densité d'énergie, l'énergie ou masse, c'est la même chose, que la densité de l'énergie est exactement la densité critique qui est à la limite entre l'univers en expansion et l'univers en contraction. Ma question est, l'univers a-t-il une origine? Parce que si on remonte le temps à l'aide de la théorie d'Einstein, qui ne traite que de la force gravitationnelle, on aboutit, au bout d'un certain temps, à la fin, à une singularité mathématique où tous les résultats sont à l'infini. Alors c'est pas possible, ça, avec la mécanique quantique, c'est pas compatible. Alors certains parlent d'un Big Bounce, qui serait le rebond, un grand rebond, et on partirait sur un autre rebond. Alors, il est évident que c'est lié à une difficulté fondamentale de la physique actuelle, c'est qu'on n'a pas une bonne théorie quantique de la gravitation, qui serait applicable au temps de Planck, au voisinage de l'origine. Oui, donc au mur de Planck, sur les plans d'arrière. Donc, tant qu'on n'a pas résolu ce problème, alors il y a des gens qui disent avoir résolu, mais ils ne convainquent pas, on est incapable de discuter la physique et discuter. Donc, on peut faire des conjectures, on peut imaginer même ce qui serait passé avant, mais ça n'a peut-être pas de sens, hein, c'est le début. Déjà, même pour l'inflation, où là, on peut essayer de faire des calculs avec les physiciens par de champs scalaires, des choses de genre, on est sur un terrain glissant. Et si c'est infini d'un côté, est-ce que ça peut être fini de l'autre? Alors, il y a des gens qui pensent, il y a des théories parfaitement honorables qui où les univers rebondissent. Oui, ça relève du rebond. Les Indiens, il y a ça. Oui, aussi. Pour éviter la tâche, il se dit qu'il y aurait plusieurs univers. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est une théorie qui évoque, si on fait un sondage chez les astrophysiciens, il y a peut-être une majorité qui y croit plus ou moins. C'est des théories qui sortent, ça peut être lié d'une certaine façon aux interprétations de la mécanique quantique. C'est des choses qui sortent assez naturellement de la théorie de l'inflation. C'est d'ailleurs un des reproches qu'on fait aux théories de l'inflation, c'est de déboucher sur des choses invraisemblables. Donc, je ne me hasarderai pas beaucoup à en dire grand-chose. Encore une fois, je vous recommande, si vous êtes intéressé par cette question, Uson, et encore, il n'en parle pas beaucoup, il dit que c'est des théories qui dépassent la cosmologie scientifique actuelle. Et merci. D'autres questions? Oui. J'ai une question plus simple, non? À
vous avez considéré que tout le monde sait, et peut-être c'est la vérité, comment s'est formée la Lune. Vous avez mis entre parenthèses. Et Oui. moi, ça m'intéresserait. Oui, alors ça c'est très intéressant. J'en ai dit juste un petit mot. Ça a l'air d'être assez solide, ça peut toujours être un peu contesté. Par un impact, vous savez qu'on pense que les planètes se sont formées par agrégation de corps plus petits. On est parti de grains de sable, ça a donné des cailloux, les cailloux se sont agrégés, ça a donné des choses de la taille des noyaux de comètes, puis ça a donné des tailles de petites planètes, puis d'un grand jeu de billard dans le système solaire, et ont émergé des 7 ou 8 planètes qu'on a vues. Bon, donc l'origine de la Lune s'est produite, je ne sais plus très bien, mais peut-être une centaine de millions d'années après la formation de la Terre. Ça, on sait, c'est bien daté. Par collision, pense-t-on, avec un corps qui était à peu près de la taille de la Lune actuelle. C'est pas un hasard. Donc un peu plus petit que Mars, on appelle un planétésimal. Ça a fait un boom absolument gigantesque. Sur la Terre. Ça a volatilisé complètement le petit corps et volatilisé une partie de la Terre qui a été impactée. Une partie de ces débris sont retombés sur la Terre, et une autre partie a formé ce qu'on appelle un disque autour. Et dans ce disque, à nouveau, partie de billard, les corps ont grossi, et tous les débris qui tournaient autour de la Terre ont fini par se retrouver dans la Lune. Et ça correspond bien à ce qu'on voit dans la composition de la Lune, qui ressemble beaucoup à la composition de la surface de la Terre. C'est ce qu'on appelle le manteau. La physique actuelle ne permet pas de comprendre les premières phases juste après le Big Bang, les phases de très haute énergie. Mais le CERN, par exemple, étudie ce qui se passe aux très haute énergie pour les particules élémentaires. Est-ce que les découvertes récentes du CERN, par exemple la découverte des particules uniques, a permis de faire progresser la frontière de compréhension vers le Big Bang? Je dirais que ça va plutôt faire reculer. Non, on mettait un espoir dans la découverte de nouvelles particules autres que le boson de Higgs. Tout le monde pensait qu'on trouverait le boson de Higgs. Mais les autres particules, on pensait qu'on trouverait des particules chéries, des détecteurs de Higgs. Mais on sait que maintenant c'est reculé plus loin, à une énergie qui n'est pas atteignable. Alors il y a peut-être encore une petite gamme d'énergie quand le lâcher va se remettre en service, mais tout le monde est très pessimiste. Le boson de Higgs, ça fortifie le modèle standard, donc là on sait que c'est quelque chose de très solide sur lequel on peut s'appuyer, donc de cette façon-là ça fait avancer. Ce qu'on connaît est plus solide. Voilà. Mais on ne comprend toujours pas l'origine de la distinction, enfin pourquoi il reste de la matière et pas de l'antimatière. Alors, justement, est-ce que vous avez les résultats de l'expérience du CERN qui s'appelle G-bar par Gabriel Chardin, où on ralentit l'antimatière, on voit si elle tombe ou si elle monte en fonction de la gravité? Voilà. Alors j'ai vu passer des discussions, est-ce que c'était une discussion, je passe un compte rendu, ils disent qu'ils attendent des résultats. Encore, oui. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'ils y travaillent. Oui, plusieurs expériences. Et bon, ça sera intéressant. Je pense que là, ça répondra. Ça m'étonnerait que les antimatières montent. Enfin, bon, ça, c'est... On verra. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup. Voilà.